Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être endormi, en plein rêve, vous êtes dans un endroit public et d'un coup, vous remarquez que vous n'avez pas de chaussures? Peut-être même pire, vous êtes en pyjama ou sans rien du tout. Je suis sûr que vous connaissez cette sensation, cette crise de panique soudaine, ce poids qui tombe au fond de votre cœur au moment où vous vous en rendez compte. Moi je me souviens, j'avais presque l'impression d'être en danger. En fait, la terreur était tellement forte que souvent, je me réveillais. Comme si mon cerveau ne voyait aucune différence entre cette situation de honte et une chute dans le vide ou un accident mortel. Et si j'en parle au passé, c'est parce que, je sais pas vous, mais ce rêve-là, je le faisais surtout quand j'étais enfant. Aujourd'hui, beaucoup moins. Bon, je suis pas spécialiste dans l'interprétation des rêves, si tant est que ça existe, mais je trouve quand même ça intéressant. Quand on est tout petit, genre moins de 6 ans, on s'en fout complètement du regard des autres. On court tout nu à la plage, on hurle dans les supermarchés, on tombe, on pleure alors qu'on a pas mal. Enfin bref, on est ridicule et on s'en rend même pas compte. Mais petit à petit, on grandit et on nous apprend les règles à respecter, les codes sociaux, les comportements à adopter et ceux à éviter. En fait, on nous enseigne la bienséance, mais un peu à la façon d'une langue étrangère. On apprend à bien se tenir, ça c'est l'orthographe. On apprend à bien communiquer, c'est la conjugaison. Ça c'est pas évident parce qu'il y a toujours des verbes irréguliers. Mais le plus difficile à maîtriser, c'est le regard des autres. Ça c'est la grammaire. Plus on grandit et plus on comprend son importance. Alors on commence à faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à comment on le dit. Et puis très vite, on rentre dans le système. On remarque les comportements déviants et les personnes atypiques. On se moque des autres pour ne pas devenir la cible. On juge tout ce qui dépasse et on le pointe du doigt. C'est ce qu'on nous a appris à faire. Et au bout d'un moment, sans trop s'en rendre compte, on développe une peur. C'est à l'école ou dans le bus, c'est au moment de lever la main ou de déclarer quelque chose. C'est là, chaque fois qu'on a un truc à dire, un truc à tenter, et qu'on n'ose pas. Ça y est, maintenant on est incapable de se mettre tout nu à la plage. On est incapable de hurler dans un supermarché. Maintenant, on a peur. Peur d'être ridicule. Pendant que j'écrivais cette vidéo, j'ai pensé à une scène de Harry Potter. Ça se passe dans le 3e tome quand le professeur Lupin fait apparaître un épouvantard devant sa classe. L'épouvantard, c'est une créature qui prend la forme de notre plus grande peur. Pour s'en débarrasser, il faut l'imaginer sous un angle ridicule et lancer un sortilège très simple. Ridiculus. Ce seul mot transforme la peur en blague. Le professeur Rogue en robe de grand-mère, une araignée avec des patins à roulettes. Tout le monde rigole et c'est la fin du cauchemar. Le rire, voilà ce qui tue la peur. Mais en fait, c'est aussi ce qui la fabrique. Parce que dans la vraie vie, il n'est pas forcément bienveillant. D'après le philosophe Henri Bergson, le rire est même une punition sociale. On a tous déjà vu quelqu'un se faire ridiculiser. Un camarade de classe qui fait une réponse à côté, un mec qui fait un geste un peu étrange ou qui a une tenue trop voyante. Suffit de pas grand chose et ça rigole autour. Ça peut paraître anodin, mais ça laisse une trace. Ce rire, c'est comme un rappel à l'ordre qui dit « Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas être comme ça. » Pour Bergson, le rire n'est pas neutre, c'est un réflexe social qui sert à rappeler la norme d'une façon douce. Ça permet de corriger les comportements. Et le plus intéressant d'après lui, c'est que ça ne s'adresse pas seulement à celui qui subit les moqueries, ça touche aussi tous les autres, tous ceux qui ont assisté à la scène, parce qu'à ce moment-là, on comprend quelque chose. Pas vraiment un truc précis, c'est pas une convention sociale clairement énoncée, mais on comprend qu'il existe une frontière invisible qu'il vaut mieux ne pas franchir. Ce que Bergson nous explique, c'est que le rire, même quand il paraît inoffensif, porte en lui une certaine forme de cruauté. Il est jamais totalement neutre, il vise, il cible et il exclut. Même pas besoin de violence, parce qu'il a une puissance bien supérieure. Le poids énorme du regard collectif, cette force invisible qui fait comprendre à tout le monde où se situe la frontière entre l'acceptable et le ridicule. Rire de quelqu'un, c'est se placer sans un mot du bon côté de cette frontière. Et ce simple réflexe nous donne un sentiment de sécurité, de supériorité même, parce qu'on fait partie de la norme, de la majorité. Et ça, c'est bien confortable, personne n'a envie d'être de l'autre côté. Pourtant, c'est exactement ce qui arrive à Gwynplaine, le personnage principal de L'Homme qui rit de Victor Hugo. En fait, c'est même pire, parce qu'il ne se retrouve pas momentanément du mauvais côté de la frontière. Il y est bloqué pour toujours. Gwynplaine, c'est un homme qui a été mutilé au visage pendant son enfance. Le résultat, c'est qu'il est constamment en train de sourire. Un sourire grotesque et figé. Il peut ressentir n'importe quoi, on a toujours l'impression qu'il est en train de se marrer. Et ça, c'est vraiment une malédiction. Gwynplaine ne peut jamais être pris au sérieux par les autres. Le ridicule pour lui, c'est pas une menace à éviter, c'est une condition irrévocable. Où qu'il aille, quoi qu'il dise, les gens rient. Là, on retrouve un peu ce que disait Bergson. À travers l'histoire de Gwynplaine, Victor Hugo nous montre que le rire peut être une prison, ou en tout cas une certaine forme de violence. Ce côté tragique de L'Homme qui rit, il devient carrément poignant quand Gwynplaine décide de prononcer un discours enflammé devant les nobles d'Angleterre. Il prend la parole au nom du peuple, il attire l'attention sur la misère et la souffrance que les pauvres traversent au quotidien, il pointe du doigt l'inaction et la déconnexion des puissants avec la réalité, il ponctue tout ça de métaphores inspirantes et d'envolées lyriques.
et la réaction de l'assemblée, c'est d'éclater de rire. Je vous assure qu'en tant que lecteur, on est indigné. Ce passage, il est terrible parce qu'on se rend compte qu'il n'y a aucune échappatoire pour Gwynplaine. Il est ridicule, quoi qu'il fasse. On lui a volé toute prétention à la normalité. Et ça finit même par le tuer. Pourtant, le ridicule ne tue pas. Cette phrase, je l'ai entendue un paquet de fois. Tellement que j'ai presque l'impression que celui qui la prononce essaye plus de se convaincre lui-même que de faire passer un réel message. Parce que la vérité, c'est qu'on a tous peur de ce ridicule. On fait tout ce qui est possible pour ne jamais se retrouver dans la situation de Gwynplaine. On fait attention à nos gestes, à notre manière de parler. On se construit un petit personnage acceptable. Pas trop extravagant, mais pas trop discret non plus. Adapté. Voilà, c'est ça qu'on devient. Adapté. Et puis surtout, on adopte une posture, une sorte d'attitude désabusée envers le monde. L'attitude de celui qui ne croit en rien de profond, qui ne se laisse plus surprendre, qui ne prend jamais rien au sérieux. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'ironie. L'ironie, c'est élégant, c'est intelligent. Certains disent même que c'est ça, grandir, avoir du recul sur le monde. En fait, on ironise pour désamorcer ce qu'on ressent. On se moque de tous les sentiments élevés, on rigole face à l'honneur, l'intégrité ou le romantisme, parce que si on rit en premier, on coupe l'herbe sous le pied à ceux qui pourraient le faire à notre place. C'est une armure très efficace et encore plus confortable, parce qu'elle donne l'impression d'être au-dessus du lot et d'avoir atteint une sorte de détachement supérieur. Sauf que le problème, c'est qu'à force de se cacher derrière son sarcasme, on regarde le monde avec une distance permanente, comme si tout méritait d'être mis entre guillemets. Tout devient un sujet à second degré, tout devient risible par principe. On se moque de ceux qui croient encore, de ceux qui défendent une cause et ceux qui s'aiment trop fort. Petit à petit, on finit par tout regarder avec ce filtre qui nous fait sourire, mais qui nous vide de toute notre substance. Ce filtre de l'ironie permanente. L'ironie, c'est la politesse du désespoir. On avait peur du ridicule, alors on fait en sorte que le monde entier le devienne. Vous vous souvenez du rêve dont je vous ai parlé au début? Celui où on est sans chaussures au milieu d'un endroit public. Eh bien, ce rêve-là, il m'est revenu en lisant une nouvelle de Dostoïevski. Ça s'appelle « Le rêve d'un homme ridicule ». C'est l'histoire d'un homme qui ne croit plus en rien. Rien n'a d'importance pour lui. Il est seul, fatigué, cynique. Un soir, il se balade dans la rue, il est perdu dans ses pensées, et il décide de se suicider. Pour lui, c'est la seule action logique qui lui reste à faire. Il rentre chez lui, décidé à en finir. Mais en chemin, il croise une petite fille. Elle est en larmes. Elle lui tire sur la manche, elle le supplie. Sa mère est en train de mourir, elle a besoin d'aide. Et lui, il la repousse. Il lui crie de le laisser tranquille. Pas vraiment par cruauté, mais parce qu'il est persuadé que plus rien n'a d'importance. C'était déjà le cas avant, mais alors ce soir-là, il ne lui reste plus que quelques heures à vivre. Alors à quoi bon? Et pourtant, une fois seul, chez lui, le visage de cette petite fille lui revient à l'esprit. En fait, il n'arrive pas à l'oublier. Il ne pense qu'à ça et tourne cette scène en boucle dans sa tête. Il ne comprend pas pourquoi, mais quelque chose l'a touché. Comme si, malgré son désir d'indifférence, un reste de tendresse résistait, quelque part au fond de son cœur. Alors il finit par s'endormir avec le revolver posé à côté de lui. Et là, il commence à rêver. Il est dans un autre monde, un monde pur et simple où les gens vivent en harmonie, sans orgueil, mensonge ou moquerie. Un monde qui n'a pas besoin d'ironie pour se protéger. Au début, il n'y croit pas, tout a l'air trop beau. Il regarde ce monde avec sa logique à lui, celle d'un homme moderne, méfiant et désabusé. Mais les hommes de ce monde l'accueillent avec tant de bonté qu'il finit par l'accepter. Il découvre l'amour, la paix et la vérité. Il est en train de renaître. Et puis, comme toujours, chez Dostoïevski, ça ne dure pas. Ce monde idéal, au contact du rêveur, commence à se fissurer. Les hommes parfaits découvrent la jalousie, le mensonge et la honte. Ils apprennent à se moquer et ils finissent par devenir comme nous. Alors l'homme se réveille, mais il est transformé. Loin de lui maintenant l'idée de se suicider. À travers cette vision qu'il a eue d'un paradis perdu, il a pu voir la vérité. Il comprend que la beauté qu'il a aperçue, l'amour qu'il a ressenti, il les a en lui depuis le début. Alors il raconte son histoire partout autour de lui. Évidemment, tout le monde rigole. On lui dit qu'il est ridicule. Mais il en a rien à faire. Il l'accepte. Il ne cherche plus à convaincre ou à être pris au sérieux. Il continue à croire et à aimer, même si personne ne l'écoute. Ce qui est intéressant dans cette petite nouvelle d'une 60aine de pages, qui est en fait un long monologue, c'est que Dostoïevski redéfinit la notion de ridicule. Ou plutôt non d'ailleurs. Il laisse le terme ouvert, flottant, comme une énigme posée au lecteur. C'est à nous de comprendre ce que ça signifie. Est-ce que ce qui rend cet homme ridicule, c'est le fait d'avoir cru à un monde idéal, d'avoir la naïveté de penser que l'homme peut être bon? Ou alors est-ce que c'est le refus de jouer à la comédie humaine, de continuer à porter le masque alors que plus rien n'a de sens? En fait, c'est assez déroutant parce que ce mot, ridicule, on a l'impression qu'il désigne à la fois une faiblesse et une certaine forme de grandeur, une sorte d'inadaptation au monde tel qu'il est, mais aussi une fidélité à quelque chose de plus profond, de plus essentiel.
Pour moi, le sens de ce mot chez Dostoïevski doit plutôt s'apparenter au concept d'absurde. Après tout, l'homme du rêve se définit lui-même comme ridicule. Et s'il veut mettre un terme à sa vie, il nous explique que c'est parce que plus le temps passe, moins il comprend son existence. Il ne comprend pas pourquoi les choses sont comme elles sont. Et dans cette perte totale de sens, le apparaît comme l'unique solution logique. En fait, quand il prend cette décision, on n'a même pas l'impression qu'il est désespéré. Au contraire, il a l'air particulièrement lucide. Après tout, si la vie n'a pas de but, à quoi bon s'y accrocher? Et là, on est en plein dans le concept de l'absurde popularisé par Albert Camus. D'ailleurs, il écrivait lui-même « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide ». Pour Camus, c'est là que tout commence, dans cet instant précis où l'homme comprend l'absurdité du monde, mais refuse pourtant de renoncer à la vie. Il appelle ça la révolte, et c'est exactement ce que fait l'homme ridicule. Après son rêve, il ne comprend pas davantage le monde, il n'a pas de révélation rationnelle ou de solution miraculeuse qui s'impose à lui, mais quelque chose a changé. Il admet son incompréhension, il embrasse son isolement, il accepte même le fait d'être ridicule. Et malgré tout ça, il continue, il raconte son histoire, il aime ceux qui se moquent de lui, et il croit en la bonté des hommes. Et cette attitude, c'est précisément la révolte de Camus. Le monde n'a pas de sens, il est cruel, indifférent, absurde, ridicule, mais cela ne doit pas nous empêcher de vivre avec intégrité, avec tendresse, avec lucidité, et peut-être même avec amour. Et dans ce sens, l'homme ridicule de Dostoïevski, c'est déjà l'homme révolté de Camus. Ils sont séparés par presque un siècle, mais ils se parlent à travers l'histoire. Ils sont deux manières de dire « ce n'est pas parce que la vie est ridicule qu'il faut arrêter de la prendre au sérieux ». En novembre 1812, Napoléon et sa grande armée battent en retraite en Russie. Après de longs mois de guerre, de froid et de maladie, ils traversent la Bérésina et marchent vers la France. Napoléon tient un conseil de guerre et remet en question son choix de mener cette campagne en Russie. Alors il aurait prononcé cette phrase « Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas ». C'est une citation tragique, ça illustre à quel point la frontière est mince et surtout instable. Dans nos vies, on marche constamment sur cette ligne de crête, suspendue entre deux abîmes. D'un côté, la peur du jugement et du regard des autres, de l'autre, l'ironie permanente et le cynisme. Le conformisme ou l'indifférence. On n'est pas obligé de choisir, il suffit parfois d'éviter de tomber. Pour terminer sur le sujet de l'absurde, je dois vous parler de quelque chose. On est maintenant 20 000 sur la chaîne, j'ai une liste interminable de sujets à vous écrire et de livres à vous présenter. Si vous aimez mon travail, si je vous ai apporté quelque chose et que vous voulez m'aider à ce que ce projet devienne mon activité principale, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. J'ai décidé de surmonter ma peur du ridicule et d'ouvrir une page Tipeee. Alors, si vous souhaitez soutenir ma chaîne et surtout si vous pouvez vous le permettre, allez y faire un tour, je vous oublierai pas. Merci à tous ceux qui le feront et merci à tous les autres. C'était Cato Minor et surtout n'oubliez pas, tout ne fait que commencer.